Nous sommes 800 000 à cohabiter dans un même écosystème, à le structurer, le développer, le cultiver, en basant nos actions sur la pérennité de la nature qui nous entoure, nous. Nous sommes 800 000 voisins. Quand on pense à l'environnement, la première chose qui nous vient en tête est un arbre. Cette icône montre le rôle important qu'occupent les milieux naturels dans nos vies. Car un arbre, ce n'est pas juste un arbre, c'est un purificateur d'air, un habitat pour les animaux, une source de nectar pour les pollinisateurs. Ce sont des racines qui stabilisent les sols et qui favorisent la pousse de champignons qui, à leur tour, sont à l'origine d'écosystèmes complexes sur l'ensemble des territoires. Bref, un arbre, ce n'est pas juste un arbre. C'est la représentation de tous ces organismes vivants qui dépendent les uns des autres et qui rendent l'existence des êtres humains possible. Cet équilibre est aussi vital que fragile, et il est plus près de nous qu'on le pense. Il est présent dans nos cours, nos villes, nos parcs, nos bords de rivières et jusque dans les terrains vagues entre les autoroutes que nous avons construites. L'activité humaine, qui a entraîné des bouleversements écologiques, nous oblige aujourd'hui à mettre tout en place pour protéger cet équilibre. Le sort du papillon monarque et de l'abeille en est un bon exemple. Menacés par le dérèglement climatique, autant que par l'utilisation de pesticides et la valorisation des étendues gazonnées, les populations ont diminué considérablement ces dernières années. Plusieurs groupes écologiques et citoyens ont donc sonné l'alarme et lancé des projets pour permettre leur survie. Parmi eux, Mai sans tondeuse et le défi Pissenlit visent à retarder la tonte de la pelouse pour permettre aux fleurs de pousser et aux abeilles d'avoir accès à cette première source de nourriture printanière. Tout ceci s'inscrit dans un mouvement de sensibilisation et d'éducation sur la présence nécessaire des insectes pollinisateurs dans notre écosystème. Dans un contexte de changement climatique, assurer l'interconnexion des milieux naturels apparaît comme l'une des avenues porteuses pour que les écosystèmes soient plus résilients face aux bouleversements. On appelle ça la connectivité écologique. Grâce à des corridors naturels, on facilite le déplacement de certaines espèces et le déroulement naturel du cycle de la vie. De cette façon, on tente de limiter les impacts du morcellement du territoire et on relie les habitats isolés des espèces animales qui en dépendent. Parmi les bons coups, il y a la trame verte et bleue métropolitaine, un réseau de milieux naturels protégés et revalorisés qui aide à préserver la biodiversité. L'aménagement du parc naturel du Mont-Bélair de Québec illustre bien ce pont entre nature et milieux récréotouristiques. La présence de vastes étendues boisées et de marais profite à une faune et une flore très diversifiées, tout comme les sentiers pédestres, de ski de fond ou encore de vélo offrent un lieu de ressourcement pour les amants de la nature. Un arbre ne sera jamais qu'un arbre. C'est un rappel que nature et collectivité sont interreliées. Son rôle est essentiel pour la vie des organismes vivants, y compris notre propre existence. En assainissant l'air et en diminuant les îlots de chaleur, l'arbre nous rappelle, par sa présence, que les bouleversements écologiques sont présents et que la revalorisation de nos espaces est indispensable. Et vous, quelle relation entretenez-vous avec la nature? Bien, écoutez, moi, je me trouve très privilégiée parce que je suis à côté des plaines. Il y en a un que je fréquente, c'est le parc des Moulins. On a la chute Montmorency. Il y a le parc Cartier-Brébeuf. Pas loin, il y a aussi le bois de Coulanges. Et le fleuve Saint-Laurent. Fait qu'on a beaucoup de nature autour de nous. Je suis quand même beaucoup préoccupé. On essaie d'accueillir beaucoup de monde dans les nouveaux quartiers. On s'en va occuper la place des forêts. Moi, ça m'inquiète, puis je pense qu'on la brise, cette nature-là, au final, pour des raisons qui sont peut-être pas si bonnes que ça. Il y a des endroits qui ont été préservés. Si on pense, par exemple, au domaine Cataraqui, qui, à un moment donné, avait été pressenti pour être un immense parc immobilier et les citoyens ont réussi à faire protéger. Les gens parlaient de la rivière Saint-Charles comme un dépotoir à ciel ouvert. Il y a vraiment eu un gros travail de la Ville de Québec pour enlever le béton et aussi améliorer la qualité de l'eau. C'est un des plus beaux coups du maire Lallier d'avoir réaménager les berges comme elles étaient avant les années 70. Il y a des données scientifiques qui ont démontré le bienfait qu'apporte le contact avec la nature. Des villes qui ne sont que béton et
et asphalte et briques. Ça crée moins d'environnement, moins de zones de fraîcheur. Quand tu peux avoir un arbre puis de l'ombre, ça fait une grosse différence. Même pour aller jogger, là, on s'entend que jogger dans un beau sentier ou jogger sur Henri Bourassa, c'est pas tout à fait la même ambiance. Le contact avec la terre, pour moi, c'est la vie qui recommence. Il faut vraiment que la nature reste à portée de jeu pour les enfants. Et ça, c'est vraiment essentiel, surtout quand on habite en ville, pour pas perdre un lien avec la nature, pour pas que la nature devienne comme juste une ressource. Voir la nature uniquement comme une ressource. Voilà l'une des préoccupations de la biologiste et experte en conservation des milieux naturels, Nicole Lavoie, et d'Hubert Pelletier, géographe spécialisé en environnement et directeur des relations gouvernementales pour Conservation de la Nature Canada. Nous les avons réunis dans un café de Lévis pour en parler davantage. On y va. Écoute bien ça. Dans un contexte de changement climatique, quelle est l'importance de conserver de grands territoires naturels? Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes raisons pour protéger la nature, surtout avec les changements climatiques. Il y en a pour la biodiversité, évidemment, les espèces, les animaux, les poissons, les forêts, les cours d'eau qui sont proches de chez nous. Puis sinon, c'est beaucoup aussi pour les services écologiques que la nature nous rend gratuitement. Puis là, je pense à la capacité d'un milieu naturel à filtrer l'eau, à filtrer l'air. Dans le contexte des changements climatiques, les épisodes de pluie diluvienne qu'on peut avoir, la fonte des neiges, les tempêtes, les vents, la nature, ça joue un grand rôle régulateur. Hein? Puis ça nous préserve de catastrophes. Quand je pense, par exemple, aux milieux humides qui agissent comme des éponges quand la pluie tombe, quand la neige fond, ils absorbent toute cette eau-là, les milieux humides. On va faire en sorte que les écosystèmes vont être beaucoup plus résilients, là, si on arrive à en protéger ou à en maintenir c'est ça, oui, c'est important de garder les écosystèmes résilients, mais aussi garder notre territoire résilient. T'sais, on entend souvent parler du GIEC, puis les conférences climatiques, puis tout ça. La dernière conférence qui a eu lieu à Glasgow, là, en Écosse, ce que les experts disaient, c'est que la nature, c'est 40 % de la solution climatique. T'sais, on devrait diminuer notre émission de nouveau carbone, l'essence, etc. Mais il y a 40 % la solution est dans la nature. Donc, il ne faut pas l'oublier dans tout ce contexte-là. Comment peut-on redonner plus de place à la nature dans nos municipalités? Quand on vit dans une municipalité déjà bien développée, bien implantée, ce qui reste comme nature, c'est précieux. Puis, donc, déjà, soit la protéger en faisant une protection officielle qui peut garantir aussi un accès public, ou juste avoir des incitatifs pour la maintenir, la nature. Ça peut aider. Ensuite, il y a le troisième aspect qui va peut-être être de restaurer. Dans nos villes, dans nos municipalités, surtout dans la vallée du Saint-Laurent, ça fait 400 ans qu'on s'implante, qu'on développe, qu'on occupe le territoire. C'est ça un peu l'enjeu, souvent, c'est que les grands territoires publics sont dans le nord du Québec, puis quand on se rapproche du sud, quand on se rapproche des grandes villes, c'est 90 % privé. Là. Donc, il faut travailler avec les propriétaires. Donc, à la réponse, comment? Bien, c'est d'accompagner les propriétaires qui vont vouloir poser des gestes pour préserver la nature, mais aussi leur donner des incitatifs pour la maintenir, la nature. Ça, je pense qu'au niveau des communautés puis des municipalités, beaucoup par les plans d'aménagement, les schémas d'aménagement, les plans d'urbanisme, que ça peut passer. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'indications puis d'orientations qui sont données par ça. Hein. Oui. Moi, je me souviens d'avoir vu la première génération de schémas d'aménagement pour les municipalités régionales de comté. Et puis, j'ai parlé avec l'urbaniste responsable. On a regardé ça ensemble. Mais ça a pris encore certainement 30 ans avant que ces forêts-là soient protégées, soient acquises quand c'était des privés ou
devienne une réserve écologique et tout le tralala. Là. C'est long. Oui, notre rapport au temps est différent de celui d'un entrepreneur qui transige avec les municipalités puis qui va chercher un permis. C'est difficile de pondérer ça quand il y a une valeur foncière. Hein. Il y a une valeur foncière, puis il y a un propriétaire qui est là depuis plusieurs décennies puis qui souhaite faire du développement. Là. On joue pas à armes égales, je crois. Oui, c'est ça. Bien, quand on regarde, supposons, dans les communautés urbaines, dans les zones comme Québec, Montréal et tout, moi, en tout cas, j'ai tendance à être bien encouragé parce que dans les dernières années, on a vu, par exemple, les trams vertes et bleues. Donc, la volonté des municipalités de s'impliquer puis d'investir dans de la protection puis de l'aménagement d'espaces verts ou d'espaces riverains. T'es-tu encouragé aussi par ça? Ça a changé? Oui, ça a changé. Ça a changé. Puis c'est beaucoup des sites accessibles au public, ce dont on parle. Puis c'est intéressant, c'est très intéressant. Je reviens sur la santé, c'est très intéressant pour la collectivité. Quand on parlait peut-être de la promenade Samuel de Champlain sur le bord du fleuve, c'est un bel atout, ça, pour la région de Québec. Même chose, piste cyclable à Lévis. Y a-t-il d'autres exemples qui te viennent en tête? On parlait de restauration, la rivière Saint-Charles oui. À Québec. Maintenant, il y a des sentiers pédestres, puis c'est vraiment... Ils ont investi beaucoup, là. Il y a eu des investissements, plusieurs étapes, sur plusieurs années, mais c'est un lieu qui est très fréquenté. Quel rôle joue la nature sur notre santé? J'ai rencontré des gens qui fréquentaient les milieux naturels, les sentiers, et ces gens-là étaient heureux. Je pense qu'il y a des groupes de médecins qui préconisent, qui donnent des prescriptions, aller marcher 30 minutes par jour. Oui, j'ai entendu parler de ça. C'est les prescriptions nature ou les bains de nature. Bains de nature. Donc oui, c'est évident sur la santé mentale, le stress, l'anxiété, l'importance des milieux naturels. Puis sur la santé physique? Oui, sur la santé physique, je dirais que les milieux naturels peuvent nous apporter... beaucoup sur le plan musculaire, là, si on veut. On peut faire du ski, monter des escaliers et faire toutes sortes de choses. Toutefois, je mettrais l'accent sur la qualité de l'air. Il y a des endroits dans la région de Québec où la qualité de l'air est de grande qualité. Faire du ski là-bas, je suis persuadée que ça nous apporte beaucoup plus du point de vue santé. Cardio-respiratoire. Cardio-respiratoire que faire du ski aux abords des autoroutes, j'en suis persuadée. Bien, cette année, il y a l'Institut de cardiologie de Montréal qui a fait une belle revue de littérature pour le compte de la CEPAC puis d'autres organismes. Puis ils ont relevé effectivement le fait que la qualité de l'air, supposons en ville, a un impact sur le système cardio-respiratoire, les poumons, le cœur. Plus tu t'approchais d'un milieu naturel ou, par exemple, d'une zone en ville où est-ce qu'il y avait plus de verdure, bien, meilleure la santé des gens était. Le parc du Mont-Wright est un bon exemple de conservation de milieux naturels. Située à Stoneham, à 30 minutes de Québec, cette forêt ancienne est une réserve de biodiversité inestimable. Allez, allons voir ce qui s'y cache. Moi, je travaille pour l'Association forestière des Deux-Rives comme chargée de projet en conservation. En collaboration avec la ville de Stoneham, on fait la gestion du Mont-Wright. Notre rôle plus spécifiquement en tant qu'organisme, c'est d'assurer l'intégrité écologique du Mont-Wright, mais aussi de sensibiliser les usagers aux problématiques environnementales qu'on peut trouver ici, puis aussi mettre en valeur la flore et la faune, puis les écosystèmes de la région et surtout du Mont-Wright. C'est un parc de 190 hectares. La forêt ancienne, elle représente 112 hectares dans les 190 hectares du parc. Donc, c'est quand même la majorité du parc qui est en forêt ancienne, ce qui est assez impressionnant. Elle va être caractérisée par le fait qu'il y a des arbres qui ont dépassé leur maturité parce qu'il y a eu peu ou très peu, ou même des fois pas du tout, de perturbations naturelles comme des orages, des feux de forêt ou des perturbations humaines comme par exemple des coupes forestières. Puis, bien, on retrouve des arbres qui ont presque 300 ans. Ça va justement être une réserve de biodiversité, une réserve génétique, mais ça va aussi être justement un réservoir à carbone comme toute forêt. Puis, au niveau faunique puis au niveau floristique, c'est aussi... le parc du Mont-Wright en abrite une quantité assez impressionnante
D'abord, au niveau faunique, on a 83 espèces fauniques. Puis dans ces espèces-là animales, il y en a 2 qui sont menacées, vulnérables ou susceptibles de l'être. Donc, c'est pour ça aussi qu'on essaie de protéger le parc. Puis, bien, on a aussi des grands mammifères qui viennent nous visiter de temps en temps, comme le cerf de Virginie, l'orignal, puis on a même déjà vu un ours noir. Donc, c'est quand même impressionnant pour un parc de niveau municipal comme ça. Ça fait 20 ans, justement, qu'on travaille avec la Ville pour la protection du parc. Si on a besoin de le faire. Ouais, d'abord, c'est un accès pour nos citoyens, mais pour la grande région, je pense Oui. Bien, justement, nos sondages montraient dernièrement qu'il y a autant de monde qui viennent d'ailleurs que de Stoneham qui viennent au parc. Absolument. Ça répond vraiment à un besoin régional. Je sais que tu as déjà travaillé pour le Marais du Nord, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu penses que c'est possible de conjuguer plein air et justement respect de la nature? Absolument. En fait, le tourisme d'aventure, ça nous permet d'aller à l'aventure, mais dans nos milieux forestiers. C'est pas inconciliable, mais il faut travailler fort, il faut faire de la sensibilisation, il faut faire de l'éducation et expliquer aux gens pourquoi on fait ça. Oui, puis je dirais aussi que tout petit milieu, tu sais, oui, les grands espaces naturels comme ça, c'est extrêmement important de les conserver parce qu'ils ont une valeur écologique très, très, très importante. Mais autant le petit espace vert à ton arrêt de bus, que ta plate-bande, que la friche à côté de chez vous, c'est tous des espaces, je pense, qui sont vraiment importants, qui nous offrent des services écologiques. Fait que ça aussi, je pense qu'il faut les conserver puis les mettre en valeur puis les soigner, tu sais. Avec les changements climatiques puis tout ce qui se passe, il y en a de moins en moins de milieux naturels, fait que ces petits espaces-là deviennent encore plus importants, selon moi. Les gens sont venus ici à Stoneham et Tewksbury en pensant avoir accès à la nature, les grandes montagnes, les grands espaces, mais tout ça en pratique, c'est privé. Alors, il faut, je pense, ouvrir la stratégie puis trouver des moyens d'en sortir, comment dire, le développer autrement. Ça veut dire développer au niveau économique, mais au niveau social aussi, puis au niveau environnemental, la fameuse stratégie du développement durable, puis conserver ces espaces-là qui sont davantage riches pour nous, collectivement, environnementalement parlant, puis économiquement, que du développement résidentiel où on imperméabilise, puis on brise ces montagnes-là. Puis dans la toute pratique, bien, c'est qu'ultimement, on n'aura plus d'espace vert pour aller vaquer à ces moments de détente-là, à ces moments de sport, là, à ces moments en nature avec nos enfants. Ça, c'est important, mais aussi de se rappeler qu'on vit avec la faune et avec la flore. Puis eux aussi ont besoin d'aide, d'un petit coup de pouce. Fait que de toujours penser à comme qu'est-ce que je fais, est-ce que ça l'aide ou ça nuit à la faune ou à la flore. Puis essayer de justement leur donner un coup de pouce, que ce soit autant dans ton jardin, en mettant des arbres fruitiers, en mettant des plantes mellifères. C'est ça, c'est toutes des choses qu'on peut faire qui peuvent aider aussi la faune. Puis c'est des petits gestes qui peuvent vraiment compter. Par notre organisation à l'Association forestière, c'est aussi de réengager les gens dans cette action-là environnementale, autant les faisant participer à nos activités, par exemple de corvée au Mont-Wright, mais aussi toutes nos activités de sensibilisation. On invite toujours les gens, on essaye le plus possible que ça soit gratuit justement pour que tout le monde puisse y avoir accès. Fait que je pense que c'est des actions un peu concertées comme ça qui font un petit bout de chemin puis font des effets à long terme. Là. Parce que je me croise les deux. L'importance des milieux naturels et des petits gestes pour préserver l'environnement, on se demande bien ce que ça signifie pour les jeunes de l'école Le Sommet et quels effets la nature leur apporte-t-elle au quotidien. Ce que la nature m'amène, c'est beaucoup de réconfort. Tu sais, des fois, là, je pense à ça. Des fois, je reviens de l'école, puis je vais juste prendre une marche dehors. Puis quand je reviens, tu sais, je suis comme ressourcée, puis je peux continuer à faire mes devoirs, leçons et tout qu'on a après des fois une grosse journée. C'est le fun d'aller prendre l'air un peu. Un des meilleurs sons pour méditer, c'est vraiment juste le son de la pluie sur les feuilles des arbres, selon moi. Là. Ouais, moi, j'aime beaucoup me promener pendant la pluie, puis juste aller dans une petite forêt, tu sais, Ça me fait vraiment du bien. En Asie, là, il y a des arbres sur des toits. C'est comme... Ça fait beau, c'est juste... C'est sûr que ça n'a pas de la naturelle, mais je trouve que c'est comme vraiment bien, tu sais, de pas tout le temps juste créer comme un effet avec comme des buissons d'arbres, de vraiment juste en mettre partout. Tu sais, justement, on parlait de la biodiversité, plusieurs... tu sais, mettre beaucoup de couleurs, là. Je pense à des fois des jardins communautaires qui font beaucoup de
de plantes comme ça. Puis, comme tu parlais, sur des maisons, sur des toits, faire des jardins. On pourrait aussi faire pousser plus d'arbres. Je pense aussi qu'il y a des sites Internet là, que, mettons, si tu fais un achat, il y a un arbre qui est planté. Fait que ça aussi, ça peut être cool, il pourrait en avoir plus. J'habite au lac de l'Age, fait qu'on a vraiment beaucoup de nature. La ville a fait un jardin communautaire aussi l'été, justement. On a un poulailler aussi, un poulailler avec des vraies poules là, que à chaque semaine, on peut s'en occuper. On peut ramasser les œufs que les poules font. Fait que c'est vraiment le fun aussi. On a une grosse forêt. On a MP47 aussi, qui est une place de vélo de montagne ou de fat bike l'hiver, là, au lac de l'Age, justement. Puis il y a beaucoup d'arbres puis de plantes aussi là-dedans. Aux 60 ans de la ville du lac de l'Age, on avait planté 60 pommiers autour, là, proche de l'entrée de la ville, justement. Puis, c'est ça, les pommiers grandissent, puis ça fait... Justement, ça, c'est un beau truc pour l'environnement. Puis aussi, c'est symbolique de planter 60 arbres à la 60e année du lac de l'Age. Ça, c'est vraiment cool. Sauf que ce qui est triste, c'est que c'est juste des petites communautés de la ville qui prennent des décisions comme ça. Oui, il faudrait qu'il y ait plus de monde qui fasse ça. À côté de chez nous, il y a comme une forêt, puis ben il y a des arbres qui ont comme été coupés pour juste faire un chemin, tu sais, pour créer juste faire un chemin, puis couper juste un certain nombre d'arbres autour pour vraiment faire une place de la maison. Je pense que c'est comme vraiment bien de couper juste ce qu'on a besoin. Il y a beaucoup de déforestation aussi qui se passe dans pas mal tout le monde. Puis, tu sais, je trouve que ça n'a pas sa place. On devrait plus faire attention à la nature, faire attention à ce qu'on achète. On pense aussi au suremballage. Acheter bio, pas en sac, mais vraiment en ouais, vrac. Ça peut pas juste comme rester des bâtiments, puis sans nature. Pour s'inspirer, déplaçons-nous au sud de l'Ontario, dans la région élargie du Golden Horseshoe qui s'étend d'Oshawa à Niagara Falls, en passant par Toronto. Cette couronne autour du lac Ontario accueille 26 % de la population du Canada. C'est l'une des régions où la population est en croissance fulgurante en Amérique du Nord. On y compte un nombre considérable de terres agricoles et ces zones naturelles pittoresques sont parmi les plus importantes sur les plans écologiques et hydrologiques au Canada. Elles filtrent l'air, alimentent la population en eau potable et fournissent des habitats diversifiés pour la flore et la faune, dont les espèces pollinisatrices. Elles permettent aussi d'offrir plusieurs activités récréatives bénéfiques pour la santé et la qualité de vie des citoyens. Les autorités se sont rendues compte qu'il fallait absolument modérer l'étalement urbain pour assurer une évolution saine de la région. Le plan de la ceinture de verdure, adopté en 2005, vise à protéger 2 millions d'acres de terrains, de marais, de forêts, de prairies et 40 % des terres agricoles. En partenariat avec les communautés des Premières Nations et des Métis de la région des Grands Lacs, un cadre d'aménagement du territoire a été élaboré pour assurer la protection permanente du territoire et de ses ressources. Les actions visent aussi à encourager les déplacements à pied et en transport en commun que l'on veut plus accessibles afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'objectif de la région à long terme est une consommation énergétique nette à 0. Une autre région urbaine qui a changé du tout au tout, c'est Singapour. Au lieu de l'aménagement urbain et des idées de grandeur, la cité-État a plus que jamais le pouce vert. Ce qui est plutôt bien, sachant son surnom de cité-jardin. Singapour s'est engagé en 2008 à préserver l'environnement dans le cadre du protocole de Kyoto, en plus de restructurer son économie et son urbanisme vers un développement plus durable. Un exemple? L'espace réservé à la nature est passé de 36 à 50 % en 30 ans. La cité-État comporte 4 réserves naturelles, une cinquantaine de parcs et 2 jardins botaniques. Et les initiatives se multiplient, que ce soit des projets publics ou de firmes privées. On voit pousser des fermes verticales et on ajoute des murs verts autour à logement. Singapour a aussi adopté des stratégies de gestion de l'eau, un défi pour la pérennité de l'île qui compte peu de rivières d'eau douce. En suivant le modèle des 3 R, réduction, réutilisation, recyclage, Singapour travaille à devenir autosuffisante avant 2060, notamment en investissant dans l'innovation pour réutiliser les eaux usées et dessaler l'eau de mer. Dans la région de Québec, l'organisme Agiro initie aussi plusieurs actions dans le but de protéger l'eau et les écosystèmes naturels. Avec comme principal territoire le bassin versant de la rivière Saint-Charles, Agiro est au cœur de plusieurs projets de conservation et de valorisation, notamment le Parc des Marais du Nord.
Reconnu comme réserve naturelle en 2002, grâce aux efforts d'Agiro et de citoyens, cet écosystème était menacé de disparaître au profit d'un développement récréo-touristique. Pendant une vingtaine d'années, les riverains ont travaillé main dans la main pour sauvegarder ces milieux humides essentiels. Aujourd'hui, le site est désormais ouvert à tous les curieux qui veulent découvrir une flore et une faune exceptionnelles, lieu de vie de 194 espèces d'oiseaux. Moi, la nature, ça m'apporte beaucoup de réflexion, ça m'apporte beaucoup de paix, beaucoup de joie, parce qu'on peut jouer dans la nature, on peut découvrir des choses avec les enfants aussi. Ma source principale de travail, c'est la terre, c'est le sol. Donc, il faut que j'en prenne soin, c'est important pour moi. Je pense que d'être en contact avec la nature, d'être en contact avec la nature dans un quartier qui est urbain, ça nous permet de nous réapproprier ce territoire-là. Se réapproprier le territoire, ça veut dire qu'on a envie de s'impliquer d'une autre façon que de juste vivre ou de consommer dans le quartier. Ça nous donne envie de nous impliquer au niveau politique, ça nous donne envie de nous impliquer au niveau d'améliorer la communauté dans laquelle on vit. Le constat est clair. Le maintien des milieux naturels à toute échelle est primordial, non seulement pour la préservation de la biodiversité, mais aussi pour notre propre qualité de vie. Par des choix réfléchis, ce sont 800 000 voisins qui pourront s'épanouir, maintenir une qualité de vie et en faire un legs aux générations futures.